Je me liai bientôt d'une étroite 3. amitié avec une charmante jeune fille nommée Thekla, plus âgée que moi d'une année. Certes, rien n'était plus opposé extérieurement que notre physique. Mon amie était aussi fraîche, aussi gracieuse que je l'étais peu. On ne nous appela que les inséparables, et, en effet, nous ne nous perdions pas de vue d'un seul instant. L'été, on faisait l'étude dans le jardin. Nous y étions l'une près de l'autre, les deux mains enlacées, pendant que l'autre tenait le livre. De temps à autre, le regard de notre maîtresse s'attachait sur moi au moment où je me penchais vers elle pour l'embrasser, tantôt sur le front, et, le croirait-on de ma part, tantôt sur les lèvres. Cela se répétait 20 fois dans une heure. Alors on me condamnait à me placer à l'extrémité du jardin, ce que je ne faisais pas toujours de bonne grâce. À la promenade, les mêmes scènes se renouvelaient. Par une étrange fatalité, nous étions placés au dortoir, moi au numéro 2, elle au numéro 12. Mais cela ne m'embarrassait guère. Comme je ne pouvais me coucher sans l'embrasser, je manœuvrais de façon à me trouver encore debout quand tout le monde était au lit. Marchant sur la pointe du pied, j'arrivai jusqu'à elle. Mes adieux terminés, je fus surprise quelquefois par ma maîtresse, dont je n'étais séparée que par le numéro 1. Les prétextes que je donnais à mes escapades furent admis dès l'abord. Mais il n'en pouvait toujours être ainsi. L'excellente femme m'aimait réellement, je le savais, et ses façons d'agir l'affligeaient tout en la surprenant de ma part. D'un autre côté, comme nous n'étions pas des enfants, elle nous prenait par le cœur et non par des punitions. Le lendemain, donc, elle trouvait le moyen de m'appeler seule au jardin. Et là, me prenant les mains dans les siennes, comme elle l'eût fait d'une sœur, elle me faisait les plus touchantes exhortations pour me rappeler au sentiment d'une réserve que commandaient la morale et le respect dus à une maison religieuse. Je ne l'écoutais jamais sans pleurer, tant elle savait s'inspirer de ces accents qui n'avaient rien d'humain. J'ai assez vécu pour pouvoir dire qu'il est impossible de trouver rien de comparable à cette nature d'élite. L'homme le plus sceptique qui soit au monde, je le défie de vivre près d'une créature aussi noble, aussi pure, aussi véritablement chrétienne, sans se sentir porté à chérir une religion capable d'enfanter de pareils caractères. On me répondra qu'ils sont rares. Je le sais, malheureusement. Mais ils n'en sont que plus admirables. Et si tous n'atteignent pas une telle perfection, qui donc oserait l'exiger en eux? Sainte et noble femme, ton souvenir m'a soutenue dans les heures difficiles de ma vie. Il m'est apparu au milieu de mes égarements comme une vision céleste à qui j'ai dû la force, la consolation. Aussi humble et modeste qu'elle était vraiment grande, la sœur Marie des Anges écartait avec soin toute conversation qui pût confirmer ce qu'on savait déjà de sa haute origine. Fille d'un général dont la carrière fut des plus brillantes par le poste important qu'il occupa longtemps dans la diplomatie, elle avait renoncé de bonne heure à l'avenir que lui promettait son nom et sa fortune pour se consacrer uniquement au service des pauvres et des malades. Ses connaissances étendues et des plus rares chez une femme l'avaient fait désigner par ses supérieurs pour diriger l'école normale de D. Dire qu'elle était aimée de ses élèves serait trop peu. Toutes l'adoraient. Aussi avait-elle rarement l'occasion de nous adresser un reproche, quelque léger qu'il fût. Ses désirs étaient pour nous des ordres que nous exécutions avant même qu'ils fussent formulés. Les inspecteurs la connaissaient bien, aussi leurs visites étaient-elles rares et généralement courtes. Les études pour les élèves maîtresses étaient réglées de la sorte. Le matin, été comme hiver, le réveil sonnait à 5 heures. À 6 heures, la messe, soit à la chapelle, soit à la paroisse, qui n'était qu'à 5 minutes à peine de la communauté.
À 7 heures, l'étude, jusqu'à 8, heure à laquelle sonnait le déjeuner. À 9 heures, la classe commençait. La matinée était consacrée aux exercices de français, de style, d'écriture et de géographie. À 11 heures, le dîner, puis la récréation pour les jeunes pensionnaires et externes. Le temps qu'elle durait était pour nous à peine suffisant pour achever les devoirs du matin. De 1 heure à 4h30, on s'occupait de mathématiques, de lecture et de français. Certains jours étaient réservés à la musique vocale et au dessin. À partir de 5 heures, nous étions libres, mais non pas sans travail, et je dois dire que ce n'était pas pour nous une charge. Pas une minute n'était perdue pour nous. S'il arrivait que nous fussions en avance, nous en profitions, soit pour les travaux d'aiguille, soit pour résoudre une question nouvelle et embarrassante. De là venaient nos progrès rapides. Mon aversion pour les travaux manuels allait toujours croissant. Je me demandais quelquefois ce qu'il arriverait un jour lorsqu'il me faudrait avouer ma profonde incapacité vis-à-vis de mes élèves. Pendant que mes compagnes se fortifiaient dans ce genre d'exercice, je me livrais à ma distraction favorite, la lecture. L'été, quand le temps le permettait, nous faisions après le souper une promenade au bord de la mer. Les religieuses nous accompagnaient, mais sans se mêler aucunement à nous. Une plage immense, presque toujours déserte, s'étendait le long des murs mêmes de la communauté, dont elle n'était séparée que par un rempart. La vue était délicieuse, surtout lorsque la tempête, chose fréquente dans cette partie sauvage du littoral, venait bouleverser l'élément terrible qui nous entourait. Les orages, sur ces côtes arides, avaient un caractère vraiment effrayant, dont on ne peut se faire une idée. J'ai assisté une fois à l'une de ces scènes horribles dont le souvenir ne m'a jamais laissé. Je n'ai jamais rien vu de semblable depuis ce jour. C'était vers le milieu du mois de juillet. La journée avait été accablante. Pas un souffle ne venait rafraîchir l'air qui, le soir encore, était brûlant. Comme d'habitude, nous avions été, après le souper, faire 1 heure de promenade sur le rempart. À ce moment, il se fit un changement subit d'atmosphère. De violentes rafales venant de la mer s'élevèrent tout à coup en même temps que des nuages sombres se montraient à l'horizon. Évidemment, une bourrasque allait éclater. J'avais hâte de rentrer, car depuis mon arrivée à D, l'orage me causait une frayeur que je n'avais pas encore ressentie. Thécla s'appuyait à mon bras qui tremblait déjà, malgré mes efforts pour le dissimuler. On se disposait à nous faire rentrer quand un éclair horrible vint me clouer à ma place. Le ciel s'était entr'ouvert, laissant tomber la foudre qui s'abattait à quelques mètres de la place où nous nous trouvions, mais sans laisser aucune trace de son passage. J'étais terrifié. L'ouragan n'était cependant pas encore dans toute sa force. Vers minuit, il redoubla d'intensité. Les éclairs se succédaient avec une rapidité toujours croissante et rendaient parfaitement inutile la veilleuse qui brûlait au dortoir. Personne ne dormait. Les 2 religieuses avaient ouvert leurs rideaux et faisaient à haute voix des prières auxquelles répondaient quelques-unes de mes compagnes. Rien n'était plus triste que le son monotone de ces voix mêlé aux éclats grossissants du tonnerre. La tête enfouie sous mes couvertures, je ne respirais plus qu'à peine. N'y pouvant plus tenir, je me dégageai un peu pour regarder autour de moi. Moins effrayé, l'élève placé à mes côtés s'était levé et s'approchait de mon lit pour me rassurer. J'avais saisi une de ses mains quand une lueur épouvantable vint embraser tout l'appartement. Le craquement qui la suivit immédiatement fut tel que je n'en ai jamais entendu de semblable. En même temps, la fenêtre, placée au-dessus de mon lit, s'ouvrit avec fracas. Éperdu, je poussai un cri de détresse qui,
jointe à ce qui l'avait précédé, fit croire à un malheur véritable. Avant qu'on eût pu se rendre compte de ce qui se passait, j'avais franchi, je ne sais comment, le lit qui me séparait de ma maîtresse. Mue comme par un ressort électrique, j'étais tombée anéantie dans les bras de sœur Marie des Anges, qui ne put se dégager de mon étreinte imprévue. Ses deux bras s'attachaient à mon cou, tandis que ma tête s'appuyait avec force contre sa poitrine, couverte seulement d'un vêtement de nuit. Le premier moment de frayeur apaisé, sœur Marie des Anges me fit remarquer doucement l'état de nudité dans lequel je me trouvais. Certes, je n'y songeais pas, mais je la compris sans l'entendre. Une sensation inouïe me dominait tout entière et m'accablait de honte. Ma situation ne peut s'exprimer. Quelques élèves entouraient le lit et regardaient cette scène, ne pouvant attribuer qu'au sentiment de la peur le tremblement nerveux qui m'agitait. Je n'osais maintenant ni me relever, ni affronter les regards fixés sur moi. Mon visage décomposé était couvert d'une pâleur livide. Mes jambes pliaient sous moi. Émue de pitié, mon excellente maîtresse me prodiguait les plus tendres encouragements. J'étais retombée sur les genoux, la tête appuyée sur le lit. Ma maîtresse essaya de la soulever d'une main, tandis que l'autre s'appuyait sur mon front. Je sentis que cette main me brûlait. Je l'écartai brusquement et l'appuyai sur mes lèvres avec un sentiment de bonheur qui m'était inconnu. En tout autre temps, elle m'eût reproché ce mouvement de familiarité qu'elle ne tolérait jamais. Elle se contenta de la retirer, m'engageant à regagner mon lit. Sous le coup d'une émotion difficile à décrire, je n'entendais plus l'orage qui grondait encore sourdement. J'étais partie sans oser jeter les yeux sur ma maîtresse. Un désordre complet régnait dans mes idées. Mon imagination était troublée sans cesse par le souvenir des sensations éveillées en moi, et j'en arrivais à me les reprocher comme un crime. Cela se comprendra. J'étais à cette époque dans la plus grande ignorance des choses de la vie. Je ne soupçonnais rien des passions qui agitent les hommes. Le milieu dans lequel j'avais vécu, la façon dont j'avais été élevée, m'avait préservé jusque-là d'une connaissance qui, sans nul doute, m'eût poussé au plus grand scandale, à des malheurs déplorables. Ce qui s'était passé ne fut pas pour moi une révélation, mais un tourment de plus dans ma vie. Il m'arriva souvent d'hésiter à m'approcher de la table sainte après des nuits troublées par d'étranges hallucinations. Pouvait-il en être autrement? À partir de ce moment, ma réserve naturelle s'augmenta de beaucoup vis-à-vis de mes compagnes. Un fait que je puis citer ici sans compromettre personne en donnera une idée. Pendant l'été, les élèves qui aimaient les bains de mer allaient, sous la conduite d'une religieuse, se livrer à cet exercice salutaire. Je refusais constamment d'y aller. On nous promettait depuis longtemps une excursion à thé, partie de l'île la plus intéressante au point de vue de sa situation. Ce jour arriva enfin. Il s'agissait de faire à pied 5 kilomètres au moins et autant pour revenir. La classe normale seulement devait faire ce voyage, les autres pensionnaires étant trop jeunes. Comme il y avait à Thé une maison religieuse du même ordre, nous devions y coucher, ce qui ajoutait encore au charme de la promenade. Nous étions en août. Pour éviter la trop grande chaleur, nous nous mîmes en route dès 5 heures du matin. La supérieure et 2 religieuses nous accompagnaient. Nous avions à traverser un pays de marais où la végétation n'est rien moins qu'abondante. Partout du sable, ce qui donne à ce pays l'aspect des déserts mornes de l'Afrique. Certes, personne ne songeait à la fatigue, mais en approchant des dunes, on ne retrouve plus la terre ferme, impossible d'avancer sur ce terrain mouvant. À chaque pas, le pied enfonce au-dessus de la cheville.
force nous fut de marcher pieds nus. Une gaieté folle animait mes compagnes. Elles se communiquent, on le sait, aussi ne cherchais-je pas à m'y soustraire. Ces rires francs et joyeux me faisaient du bien, et pourtant j'en étais jalouse malgré moi. De temps à autre, mon front s'inclinait sous le poids d'une tristesse que je ne pouvais vaincre. Une préoccupation constante s'était emparée de mon esprit. J'étais dévorée du terrible mal de l'inconnu. La plus aimable hospitalité nous attendait à thé. Les bonnes sœurs, prévenues de notre arrivée dans leur solitude, nous reçurent à bras ouverts. Le pays tout entier fut mis à contribution et nous fit l'accueil le plus sympathique. Le lait frais, les œufs et les confitures composèrent un déjeuner auquel nous fîmes le plus grand honneur. Après le déjeuner, nous visitâmes le jardin. Au premier et unique étage de la maison se trouvait la grande classe, transformée par nous en un vaste lit de camp. La literie se composait exclusivement de matelas et de couvertures. C'était plus que suffisant pour la saison avancée où nous nous trouvions. La chaleur était excessive. J'avais, comme la plupart de mes compagnes, essayé de réparer mes forces par un sommeil de quelques heures. Je laisse à penser s'il fut bien profond, interrompu à chaque instant par les bâillements de l'une ou par les rires de l'autre. Je vois encore ce tableau. Moitié vêtus et étendus côte à côte sur nos couchettes improvisées, nous présentions un aspect qui eût pu tenter un peintre. Je ne parle pas de moi, bien entendu. Sous ce gracieux déshabillé, on distinguait çà et là des formes admirables qu'un mouvement impromptu venait de temps à autre mettre à découvert. Quand je me reporte à ce passé déjà disparu, je crois avoir rêvé. Que de souvenirs de ce genre viennent peupler mon imagination. Si j'écrivais un roman, je pourrais, en les interrogeant, fournir des pages les plus dramatiques, les plus saisissantes qu'ait jamais créées un Alexandre Dumas, un Paul Féval. Ma plume ne peut se mesurer à celle de ces géants du drame. Et ensuite, on se souviendra que j'écris mon histoire, c'est-à-dire une série d'aventures auxquelles se trouvent mêlés des noms trop honorables pour que j'ose faire connaître le rôle involontaire qu'ils y ont joué. Quelle destinée était la mienne, ô mon Dieu, et quel jugement porteront sur moi ceux qui me suivront pas à pas dans cette incroyable carrière, que pas un être vivant avant moi n'aura parcouru. Quelque rigoureux que soit l'arrêt auquel me condamnera l'avenir, je veux continuer ma pénible tâche. Dans l'après-midi de ce jour, nous visitâmes les environs de T. Rien n'en peut donner une idée. Le petit village est littéralement enfoui sous un océan de verdure perpétuelle, dont les racines profondes se multiplient depuis des siècles dans des montagnes de sable appelées dunes. Une immense forêt de pins s'étend le long de la côte et forme une digue aux envahissements de la mer et protège le pays contre des invasions de sable qui, s'élevant à des hauteurs gigantesques, offrent le coup d'œil le plus imposant. Armés d'une longue vue et placés sur un point culminant de la forêt appelé l'observatoire, on les distingue aux rayons du soleil comme autant de colosses d'argent. 4 kilomètres au moins nous séparaient de cette superbe plage appelée la Tête Sauvage. C'était pour nous la terre promise. Nous devions nous y rendre le lendemain matin. La nuit s'écoula trop lentement au gré de nos désirs. La maison religieuse de T ne pouvant nous contenir toutes, une dizaine de nous fut envoyée chez d'obligeantes voisines, enchantées de nous offrir l'abri. J'étais de ce nombre. Des lits, d'une propreté merveilleuse, furent remis à notre disposition. L'appartement où je me trouvais en avait 3. Nous étions 9. Heureusement, les lits étaient larges. Nous pouvions y dormir parfaitement à l'aise, quoique n'en occupant qu'un tiers. Je ne dirai pas ce que fut cette nuit pour moi. Le jour était venu,
Il fallait partir. Après s'être habillé à la hâte, on mangea quelques bouchées dans le lait frais. Des provisions avaient été préparées par les bonnes religieuses et furent rechargées sur des ânes mis en réquisition pour notre grand voyage. À l'entrée de la forêt, sur un monticule qui semble dominer le vaste océan, se trouve une grande croix de pierre. Bien des générations de marins, sans doute, s'étaient agenouillés sur ces degrés moussus. Plus d'une mère y avait versé des larmes au souvenir de son fils absent. Ce fut là, à la face du ciel, que nous vînmes faire la prière du matin. Sœur Marie des Anges, avec ce ton pénétré, cette grande foi qui dominait en elle, récita les prières. J'étais agenouillée en face d'elle, et je ne puis dire quelle émotion me saisit lorsque je considérais cet angélique visage tout empreint d'une suavité douce, qui réfléchissait la sérénité de cette âme virginale. Le bruit de la mer venait seul troubler le silence religieux. C'était quelque chose de grand, de vraiment poétique. Je pleurais pendant que mes compagnes répondaient aux paroles sacrées. Mon excellente maîtresse avait été frappée de mon air d'abattement et s'informa de ma santé avec sollicitude, craignant surtout que je ne pusse pas faire le trajet sans me fatiguer énormément. Je la rassurai de mon mieux, voulant éviter toute remarque particulière, toute question à laquelle je ne pouvais répondre. On partit. Comme la veille, il fallut, pour marcher avec quelque assurance, laisser bas et souliers, le sable devenant à chaque instant plus épais et par conséquent plus mouvant. Par moments, on s'enfonçait jusqu'aux genoux et plus d'une chute grotesque vint faire oublier la fatigue de cette marche rétrograde. La chaleur était déjà excessive. Nous doublions le pas afin de trouver plus vite le repos dont quelques-unes avaient un si grand besoin. Nous approchions. Le sable nous brûlait les pieds. La soif se faisait sentir d'autant plus vive que nous avions maintenant sous les yeux la vue des flots argentés de l'océan. Le magnifique spectacle qui s'offrait à nos regards ne peut être décrit. Il faudrait pour cela une plume plus savante que la mienne. Il était tard. Après s'être reposé un peu sur le sable, on songea à satisfaire l'appétit que venait encore aiguillonner l'air vif de la mer. Les provisions furent déposées sur la plage, et chacune y fit honneur. On avait songé à tout, mais on avait oublié l'eau. Où en trouver dans ce désert de feu? Je me dévouai au salut commun. 2 de mes amis m'accompagnèrent, et nous voilà à la recherche d'une source. Plus d'1 heure s'écoula avant que nous l'eussions trouvée. Cette vue nous rendit folles de joie. J'écartai quelques plantes qui la dissimulaient, et je me jetai à plat ventre pour apaiser l'horrible soif dont j'étais dévoré. Quand nous eûmes satisfait cet impérieux besoin, nous songeâmes à retourner. Notre retour était vivement attendu et fut salué de véritables cris de triomphe. Des mains impatientes nous arrachaient les précieux vases sans même songer à nous remercier. Une élève s'était avancée sur la plage et se plongeait les jambes dans l'eau. Ce fut une illumination soudaine. Toutes se débarrassèrent instantanément de leurs premiers vêtements et, en roulant leurs jupons autour de leur taille, se précipitèrent jusqu'à mi-corps dans cette onde bienfaisante. Nos maîtresses en firent autant de leur côté. La mer montait rapidement. Les vagues indiscrètes arrivaient souvent à une hauteur qu'on eût voulu sauver de l'immersion. C'était alors une hilarité folle. Moi seul assistais à cette baignade en spectateur. Qui m'empêcha d'y prendre part? Je n'aurais pas pu le dire alors. Un sentiment de pudeur, auquel j'obéissais presque malgré moi, me contraignait à m'abstenir, comme si j'eusse craint, en me mêlant à ce divertissement, de blesser les regards de celles qui m'appelaient leur amie, leur sœur.
Certes, elles étaient loin de soupçonner de quels sentiments tumultueux j'étais agitée en présence de ce laisser-aller, si naturel pourtant entre jeunes filles du même âge. Les plus âgées parmi nous pouvaient avoir 24 ans. J'en avais 19 et beaucoup d'autres n'atteignaient pas ce chiffre. Plusieurs étaient jolies sans être douées cependant d'une beauté remarquable. Vers 4 heures, la petite caravane rentrait à thé. Le dîner nous attendait. La fatigue était grande parmi nous et il nous restait à faire une longue étape avant d'avoir retrouvé notre joli cottage. La route se fit assez rapidement, grâce au désir que nous avions de réparer nos forces par une bonne nuit de sommeil. J'en avais grand besoin pour ma part, et, on le devine, les émotions qui me torturaient n'étaient pas de nature à augmenter mes forces. Bien qu'on ne me l'avouât pas, je m'apercevais que mon état causait des inquiétudes. La science ne s'expliquait pas certaine absence, et lui attribuait tout naturellement l'espèce de dépérissement qui me minait. La science, d'ailleurs, n'a pas le don des miracles, encore moins celui de prophétie. J'étais, depuis quelque temps surtout, soumise à un régime tout particulier. La pauvre sœur chargée de la pharmacie y mettait une bonne volonté à toute épreuve, qui devait être couronnée du plus complet insuccès. L'époque des vacances arriva. C'était en même temps celle des examens. J'en faisais partie cette année-là. Il y avait 2 ans que j'étais à D. C'est un moment redoutable pour de jeunes aspirantes que celui-là. Je le vis arriver avec une entière indifférence. Il s'agissait pourtant de mon avenir tout entier. Nous partîmes pour B. La supérieure nous accompagnait. Elle nous conduisit chez monsieur l'inspecteur d'académie, qui nous fit un discours de morale tout à fait à la hauteur de la situation. L'examen avait lieu dans les salles de la préfecture. Le lendemain, à 8 heures, elles étaient envahies et les épreuves écrites commencèrent. À midi seulement, on en connut le résultat. Sur 18 aspirantes au brevet, j'étais reçue première. Je me maintins jusqu'à la fin à ce rang, et je dois dire à ma louange que personne n'en fut jaloux parce qu'on s'y attendait généralement. Ma mère était dans le ravissement, mais assurément personne n'en fut plus heureux que mon vénéré bienfaiteur, M. de Saint-Thème. Mon succès lui était aussi sensible que s'il fût arrivé à l'un de ses enfants. Ce ne fut pas sans un serrement de cœur vraiment douloureux que je me séparai de mes intéressantes compagnes. En laissant la petite maison de D, j'avais ressenti un affreux déchirement. C'était comme un pressentiment vague, indéfini, de ce qui m'attendait dans l'avenir. Ne laissais-je pas dans ces murs la paix, ce calme inaltérable que donne une conscience tranquille? N'allais-je pas avoir à lutter dans le monde contre des ennemis de tout genre? Et de cette lutte, comment devais-je sortir? Mes souvenirs 4. Je repris à B ma modeste chambre et mes anciennes fonctions près de M. de Saint-Thème en attendant qu'il plût à M. l'inspecteur de m'assigner un poste. J'étais avec lui dans les meilleurs termes. Jamais sa bienveillance ne me fit défaut. C'était l'un de ces hommes rares et vraiment dignes de ces fonctions délicates qu'il remplissait à l'honneur de l'instruction publique. Quelques mois s'écoulèrent de la sorte lorsque m'arriva de la préfecture l'invitation de me rendre dans les bureaux de l'académie. « Mon enfant, » me dit gaiement l'inspecteur, « je crois que vous serez contente. J'ai à vous offrir un poste dans un pensionnat que je connais et où, je n'en doute pas, vous serez à merveille. Madame A est une personne d'un rare talent, en même temps que d'une honorabilité incontestable. Si les conditions énoncées dans sa lettre vous paraissent acceptables, répondez-lui immédiatement. De mon côté, je vous annoncerai chez elle. » Cette proposition me charma dès l'abord.
J'avais consulté ma mère et M. de Saint-Thème, qui m'approuvèrent fortement. L'un et l'autre y voyaient toutes les garanties suffisantes de bonheur désirable. J'écrivis à cette dame, qui me répondit qu'elle m'attendait les bras ouverts. J'avais 19 ans, et l'on doit savoir que, jusqu'à 21 ans, je ne pouvais exercer que comme institutrice adjointe. Ce sont les termes de la loi. Les vacances touchant à leur fin, je pris la route de L, chef-lieu de canton, situé à l'extrême limite de mon département. J'y arrivai à la nuit close. La mère de madame A m'attendait à ma descente de voiture et m'embrassa avec une effusion qui témoignait de sa nature expansive et pleine de franchise. Il est indispensable que je la fasse connaître. Veuve depuis plusieurs années, madame P avait 4 filles, dont l'aînée était entrée en religion au Sacré-Cœur. La seconde, madame A, s'était vouée à l'enseignement et dirigeait, avec sa plus jeune sœur, mademoiselle Sarah, le pensionnat de L. Ma présence avait été nécessitée par le mariage de madame A. Elle avait épousé depuis peu un ancien professeur qui, lui-même, était maître de pension dans la localité. Ne pouvant que rarement abandonner la maison de son mari, la jeune femme avait dû songer à se faire remplacer près de sa sœur Sarah. Cette dernière, n'étant pas reçue, ne pouvait pas rester seule à la tête d'une institution quelconque. La maison comptait environ 70 élèves, dont une trentaine pensionnaires. Comme toujours, les détails intérieurs restaient confiés à madame P., qui s'en acquittait avec l'habileté d'une ménagère consommée. Nous devions, Sarah et moi, ne nous occuper uniquement que des classes. Habituée depuis longtemps à la direction de sa sœur qui lui laissait une autorité absolue, madame A ne me voyait pas arriver sans une certaine appréhension. Aussi, malgré l'exemple de sa mère, son accueil fut-il un peu froid, embarrassé. Je sentais qu'elle m'étudiait attentivement. Tout, jusqu'à mes moindres gestes, lui était un sujet d'examen. À la fin du dîner, la confiance s'était tout à fait établie entre nous trois. Ma pâleur maladive avait frappé. On me questionna amicalement sur ma santé et madame P., entrant en des détails tout à fait intimes, me fit promettre de la regarder désormais comme une seconde mère. Son plus cher désir, disait-elle, était de me voir avec Sarah dans les termes d'une affection fraternelle. J'étais très fatiguée. Sarah me conduisit elle-même à ma chambre, attenant à la sienne. Là, elle s'enhardit jusqu'à m'embrasser, ce qui acheva de lui concilier mon amitié. Une fois seule, je me félicitai sincèrement du bonheur qui m'était échu. Tout me faisait présager que j'allais être heureuse dans cette excellente famille qui me traitait déjà comme l'un de ses membres. 8 jours nous séparaient encore de l'ouverture des classes. Sarah avait une autre sœur dont je n'ai pas parlé et que j'eus l'occasion de voir dès le lendemain. Mariée à un commerçant, elle habitait la même rue, aussi faisait-elle de fréquentes apparitions chez sa mère. En la comparant à ma nouvelle amie, je remarquai que, physiquement parlant, elle lui était infiniment supérieure. Des cheveux d'un noir d'ébène encadraient son visage un peu pâle, mais légèrement rosé. Un front large, surmonté de sourcils parfaitement arqués, au-dessous desquels brillaient des yeux admirables, d'une expression singulièrement belle. Une bouche mignonne, ornée de perles éblouissantes, en faisait une personne, sinon accomplie, du moins réellement attrayante. Ajoutez à cela la taille la plus riche et un air où se lisait la force, la santé, le bonheur d'une union encore dans toute sa fleur, et vous aurez une idée bien imparfaite de la puissance que devait exercer autour d'elle cette jeune femme, dont la vue me causa une impression telle qu'elle ne s'effacera jamais.
La physionomie de Sarah n'avait ni cette distinction, ni cette grandeur. Rien de remarquable en elle n'attirait le regard. Quelque chose d'ironique flottait sans cesse sur ses lèvres et donnait à ses traits une certaine dureté que venait tempérer, par intervalles, la prodigieuse douceur de son regard, où se lisait l'ingénuité de l'ange qui s'ignore. Sa taille était au-dessus de la moyenne et d'une force un peu trop accentuée, peut-être, pour certains observateurs. Avec un peu d'habileté, on aurait deviné une nature impétueuse, ardente, que la jalousie devait pousser aux plus grands excès. Élevée par une mère qui poussait jusqu'à la plus austère rigidité ses principes religieux, Sarah était véritablement pieuse, mais d'une piété éclairée, exempte de ce rigorisme outré qu'elle ne pouvait s'empêcher de déplorer chez les autres. Elle avait 18 ans alors. Pas l'ombre d'une pensée mauvaise n'était venue troubler la sérénité de son âme candide. De ce jour commença notre liaison, qui ne tarda pas à devenir une affection réelle. Naturellement bonne, Sarah m'entourait de 1000 prévenances délicates qui dénotent un cœur généreux. Je fus sa confidente et sa première amie. Nous allâmes ensemble voir madame A. C'était, en effet, une femme d'un grand mérite. À en juger par son apparence, elle devait souffrir beaucoup. Bien qu'à peine âgée de 30 ans, elle en paraissait 40. Sa taille se voûtait légèrement, comme si un mal continu la menaçait intérieurement. Ses joues creuses avaient par moments une pâleur cadavérique qui contrastait singulièrement avec le calme résigné répandu sur ses traits fatigués. Sa douceur ne se démentait jamais en aucune circonstance. En tout temps son humeur était la même. Elle possédait au suprême degré cet air de dignité grave, allié à l'affabilité charmante qui l'avait rendue l'idole de ses élèves. Madame P. avait pour elle une prédilection marquée. Cette fille était l'image vivante de son père, et elle l'avait aimée avec passion. Sous le double rapport de l'intelligence et du savoir, madame A. l'emportait sur ses sœurs. On comprend donc que sa mère dut être fière d'elle. Aussi ne prenait-elle aucune détermination sérieuse sans la consulter. S'en rapportant pleinement à moi, madame A. ne me traça aucun plan de conduite pour la direction à donner aux études. J'avais, à cet égard-là, une entière liberté d'action. Jusque-là, tout ce que j'avais vu à elle m'était franchement sympathique. Je dus faire une exception en faveur du curé. Ma position à Jonzac m'obligeait à aller le saluer avant mon entrée en fonction. J'y allai avec madame P. Pendant cette entrevue de quelques minutes, je devinai en cet homme un ennemi dangereux pour l'avenir. Je ne me trompais pas. C'était un petit vieillard d'assez chétive apparence, maigre, osseux, aux yeux profondément enfoncés dans leur orbite, laissant jaillir un feu sombre qui inspirait la terreur, la répulsion. Sa parole brève, aiguë et en quelque sorte railleuse n'était pas faite pour inspirer la conviction. Son sourire était faux, malveillant. Chose étrange, la partie féminine de l'endroit lui avait voué une espèce de culte, dû sans doute au terrible ascendant qu'il avait su exercer sur ces natures timides, courbées sous le joug de sa morale impitoyable, désespérante, diamétralement opposée à celle du maître divin. En revanche, il était cordialement détesté de toute la partie masculine, et il le savait bien. Heureusement, de tels prêtres sont rares. Et vraiment on ne saurait trop s'en féliciter pour la gloire de la religion chrétienne, religion toute d'amour et de pardon. De retour à la maison, je fis part de mon impression à Sarah,
ce qui ne l'étonna pas trop. « Camille, me dit mon ami, n'en parlez pas ainsi devant maman, vous lui déplairiez souverainement. À ses yeux, l'abbé H est un saint. Depuis longtemps, mes sœurs ont abandonné sa direction, à la grande satisfaction de leur mari. Elles ont pour guide spirituel le curé d'une petite commune voisine de la nôtre. Si je n'avais pas à craindre les reproches de ma mère, je n'hésiterais pas à en faire autant. Mais sur ce chapitre, elle est intraitable. » Les jours suivants, je visitais les environs. Madame P. y avait une propriété assez étendue, dans le meilleur état possible. Travailleuse infatigable, elle surveillait tout par elle-même, sans le secours de ses gendres. Rarement le jour la surprenait au lit. Le jardinage, les soins de sa nombreuse basse-cour et de son bétail, tout cela l'absorbait. Elle ne se fut pas toujours reposée sur sa servante des soins de certaines choses extrêmement pénibles. C'était là sa vie. Sans fatigue, elle n'eût pas vécu. Avait-elle besoin de quelques légumes? Si le temps était beau, elle nous appelait, Sarah et moi. « Allons, mes enfants, allez faire un tour au Guéret, vous me rapporterez tel objet. » Et nous partions gaiement, bras dessus, bras dessous. Le Guéret était un immense jardin lui appartenant, éloigné d'un quart d'heure au plus de la maison, à l'entrée duquel se trouvait une gentille tonnelle. C'était notre promenade favorite. Que d'heures délicieuses nous y passions. Cette vie de la campagne avait pour moi un charme incomparable. Je me sentais revivre au milieu de cette végétation luxuriante, à cet air pur et vivifiant que je respirais à plein poumon. Heureux temps à jamais disparu. Nous sommes au 1er novembre 1850, époque fixée pour la rentrée annuelle du pensionnat. Le lendemain de ce jour, je conduisis avec Sarah toutes nos élèves à la messe du Saint-Esprit. L'église de L possédait une tribune dont une partie, celle du milieu, était réservée aux hommes. L'autre, celle de droite, nous appartenait. Elle en était séparée par une construction en planches assez élevée pour interdire toute communication. Mes fonctions commençaient. J'étais chargée spécialement des élèves les plus avancés. Sarah s'occupait des plus jeunes, Madame A m'aidait un peu dans mes occupations. Elle venait régulièrement tous les jours au pensionnat, 1 heure le matin, 1 heure le soir. En réalité, j'étais à la tête de l'établissement, du moins en ce qui concerne la partie scolastique, car, pour le reste, je ne m'en occupais guère. Sarah et sa mère recevaient les parents et réglaient avec eux toute espèce de conditions. C'était une corvée à laquelle j'étais heureuse de me soustraire. Nos pensionnaires occupaient 2 dortoirs contigus. Là encore, j'avais la surveillance des grandes élèves, âgées quelques-unes de 14 à 15 ans. Mon lit n'était séparé de celui de Sarah que par une légère cloison. À nos pieds se trouvait la porte de communication qui ne se fermait jamais. La même veilleuse éclairait donc les 2 dortoirs. Une fois la prière faite et les élèves couchés, nous causions souvent de longues heures, mon amie et moi. J'allais la trouver à son lit, et mon bonheur était de lui rendre ces petits soins que donne une mère à son enfant. Peu à peu, je pris l'habitude de la déshabiller. Ôtait-elle une épingle sans moi, j'en étais presque jalouse. Ces détails paraîtront futiles sans doute, mais ils sont nécessaires. Après l'avoir étendue sur sa couche, je m'agenouillai près d'elle, mon front effleurant le sien. Ses yeux se fermaient bientôt sous mes baisers. Elle dormait. Je la regardais avec amour, ne pouvant me résoudre à m'arracher de là. Je la réveillai. « Camille, me disait-elle alors, je vous en prie, allez dormir. Vous auriez froid et il est tard. »
Vaincue enfin par ses prières, je partais doucement, mais non sans l'avoir plus d'une fois serrée contre ma poitrine. Ce que j'éprouvais pour Sarah, ce n'était pas de l'amitié, c'était une véritable passion. Je ne l'aimais pas, je l'adorais. Ces scènes se renouvelaient tous les jours. Souvent je me réveillais au milieu de la nuit. Alors je me glissais furtivement près de mon ami, me promettant bien de ne pas troubler son sommeil d'ange. Mais pouvais-je contempler ce doux visage sans en approcher mes lèvres? Il en résultait que, après une nuit agitée, j'avais peine à me trouver réveillée lorsque sonnait le réveil. Toujours prête la première, Sarah venait à mon lit me donner le baiser d'adieu. Elle pressait les retardataires, faisait la prière et s'occupait ensuite à la coiffure des élèves. Je l'aidais dans ce travail, mais, hélas, je n'avais pas son adresse, ses soins délicats. Aussi les enfants évitaient-elles soigneusement, autant que cela leur était possible, de se trouver près de moi. Cette besogne achevée, chacune achevait sa toilette. Pendant ce temps, j'allais avec Sarah dire bonjour à Madame P. L'excellente femme voyait avec la plus grande joie l'intimité qui régnait entre sa fille et moi, et nous en récompensait par 1000 attentions. Tout ce qui pouvait flatter nos goûts, elle nous le réservait comme surprise. Tantôt c'était un fruit, le premier cueilli dans son jardin. Tantôt c'était une friandise, comme elle excellait à les faire. Un peu avant 8 heures, Sarah montait au dortoir pour échanger son peignoir contre d'autres vêtements. Je ne souffrais pas qu'elle le fît sans moi. Nous étions seuls alors. Je la lassais, je lissais avec un bonheur indicible les boucles gracieuses de ses cheveux, naturellement ondés, appuyant mes lèvres tantôt sur son cou, tantôt sur sa belle poitrine nue. Pauvre et cher enfant! Que de fois je fis monter à son front la rougeur de l'étonnement et de la honte. Tandis que sa main écartait la mienne, son œil clair et limpide s'attachait sur moi comme pour pénétrer la cause d'une conduite qui lui paraissait le comble de l'égarement. Et cela devait être. Par moments, elle restait frappée de stupeur. Il était difficile, en effet, qu'il en fût autrement. Il y avait quelque temps déjà que j'étais à elle. Par une splendide journée d'hiver, nous avions projeté de visiter un petit hameau distant à peu près de 2 kilomètres. Voulant utiliser dans ce but une journée de congé, nous partîmes après déjeuner. Sarah me donnait le bras. Devant nous, les élèves s'en donnaient à cœur joie. Nous étions arrivés à un petit bois de chênes, au bord duquel une source abondante, grossie encore par des pluies récentes, coulait sur un lit de cailloux. Ma jeune amie s'était assise sur un tertre élevé, d'où elle pouvait facilement surveiller tout l'agile troupeau. Placé à ses côtés, un livre à la main, mon regard errait au hasard sur les lignes déjà parcourues pour se porter ensuite sur ma compagne. Depuis le matin, elle me gardait un peu rancune. Malgré tous ses efforts, je venais de lui arracher un sourire que je lui rendis en l'accablant de baisers. Dans le mouvement que je fis, sa coiffure se dérangea, ses cheveux, en se déroulant, vinrent m'inonder les épaules et une partie du visage. J'y appliquai mes lèvres brûlantes. J'étais violemment émue. Sarah s'en aperçut. « De grâce, Camille, me dit-elle, qu'avez-vous? N'avez-vous donc plus confiance en votre amie? N'êtes-vous pas ce que j'aime le plus au monde? » « Sarah, lui criai-je, du fond de l'âme, je t'aime comme je n'ai jamais aimé, mais je ne sais ce qui se passe en moi. Je sens que cette affection ne peut pas me suffire désormais. Il me faudrait toute ta vie. J'envie parfois le sort de celui qui sera ton époux. » Frappée de l'étrangeté de mes paroles, Sarah eut peur,
Son extrême pâleur le disait assez. Mais, ne pouvant les attribuer qu'à un sentiment de jalousie exagérée, qui témoignait de mon attachement, elle ne chercha pas à leur donner un sens impossible. Elle me fit remarquer, d'ailleurs, que je pouvais éveiller l'attention de nos élèves, ce que je compris aussitôt. Son serrement de main me fit entendre que j'étais pardonnée. Néanmoins, le calme de cette existence, jusque-là si pure, venait de recevoir un choc terrible. Le retour à la maison se fit silencieusement. J'étais triste, embarrassée. Un sourire consolant de mon ami venait parfois me faire oublier les déchirements affreux de mon âme. D'horribles souffrances physiques étaient venues, depuis, se joindre à mes maux intérieurs. Ces souffrances étaient telles que plus d'une fois, je m'étais cru arriver au terme de mon existence. C'étaient des douleurs sans nom, intolérables qui, je l'ai su depuis, constituaient un danger imminent. J'y échappais par un miracle inouï. J'en avais fait l'aveu à Sarah, qui m'engageait impérieusement à avoir recours au médecin, me menaçant d'en avertir sa mère, ce que je refusai obstinément. Ces souffrances se manifestaient surtout la nuit et m'ôtaient jusqu'à la possibilité de pousser le moindre cri. Qu'on juge de ma frayeur, je pouvais mourir ainsi sans avoir articulé une plainte. Heureuse de ce prétexte, qui n'était que trop vrai, je priai un soir mon amie de partager mon lit. Elle accepta avec plaisir. Dire le bonheur que je ressentis de sa présence à mes côtés serait chose impossible. J'étais folle de joie. Nous causâmes longuement avant de nous endormir, moi les deux bras passés autour de sa taille, elle reposant, le visage près du mien. Mon Dieu, ai-je été coupable, et dois-je donc ici m'accuser d'un crime? Non, non. Cette faute ne fut pas la mienne, mais celle d'une fatalité sans exemple à laquelle je ne pouvais résister. Sarah m'appartenait désormais, elle était à moi. Ce qui, dans l'ordre naturel des choses, devait nous séparer dans le monde, nous avait unis. Qu'on se fasse, s'il est possible, une idée de notre situation à tous deux. Destinés à vivre dans la perpétuelle intimité de deux sœurs, il nous fallait maintenant dérober à tous le secret foudroyant qui nous liait l'un à l'autre. C'est là une existence qui ne saurait être comprise. Le bonheur que nous allions goûter ne pouvait-il pas, par quelque circonstance imprévue, éclater au grand jour et nous marquer au front de la réprobation publique? Pauvre Sarah! Quelles terribles angoisses je lui ai causées. Le lendemain de cette nuit la trouva anéantie. Ses yeux, rougis par les larmes, portaient l'empreinte d'une insomnie cruellement tourmentée. N'osant braver ainsi le regard clairvoyant d'une mère, elle ne vit la sienne qu'au déjeuner. Assurément j'étais moins troublée, mais je n'avais pas la force de lever les yeux sur madame P., pauvre femme qui ne voyait en moi que l'amie de sa fille, tandis que j'étais son amant. Une année s'écoula de la sorte. Certes, je le voyais bien, l'avenir était sombre. Il me faudrait, tôt ou tard, rompre avec un genre de vie qui n'était plus le mien. Mais hélas, comment sortir de cet affreux dédale? Où trouver la force de déclarer au monde que j'usurpais une place, un titre que m'interdisaient les lois divines et humaines? Il y avait de quoi troubler un cerveau plus solide que le mien. À partir de ce moment, je ne laissais Sarah ni le jour ni la nuit. Nous avions fait le doux rêve d'être à jamais l'un à l'autre, à la face du ciel, c'est-à-dire par le mariage. Mais qu'il y avait loin du projet à l'exécution. Toutes sortes de plans, plus bizarres les uns que les autres,
avait pris naissance dans notre imagination en délire. Plus d'une fois la fuite s'était présentée à moi comme l'unique moyen d'arriver à un résultat. Sarah l'acceptait, puis le repoussait bien vite avec effroi. Mes lettres à ma mère se ressentaient visiblement de ma préoccupation constante. Sans lui faire d'aveu, je la préparais doucement à une catastrophe inévitable. C'étaient pour elle autant d'énigmes insolubles. Elle en arriva à me croire fou, me suppliant de mettre fin à ces cruelles incertitudes. J'essayais alors de la calmer et je la jetais en de nouvelles perplexités. L'ignorance où elle était pouvait la pousser à demander des éclaircissements à madame P. C'était surtout ce que je redoutais. Tout eût été perdu. On le comprend, mes relations avec Sarah étaient pleines de dangers incessants vis-à-vis de nos élèves. Bien qu'elles ne pussent être soupçonnées, il nous fallait rester dans les bornes d'une réserve difficile à garder, pour moi surtout. Souvent, au milieu des classes, un sourire de Sarah venait m'électriser. J'aurais voulu la presser dans mes bras, et il fallait se contraindre. Je ne passais pas à côté d'elle sans lui donner soit un baiser, soit un serrement de main expressif. Tous les soirs d'été, nous allions, avec les élèves, faire un tour dans les environs. Mon ami me donnait le bras. On arrivait dans un champ. Assis sur l'herbe à ses genoux, je ne la perdais pas de vue, lui prodiguant les noms les plus tendres, les caresses les plus passionnées. Certes, un témoin invisible qui eût pu assister à cette scène eût été étrangement surpris de mes paroles, plus encore de mes gestes. À quelques pas de là, nos élèves se livraient à leurs joyeux ébats. Placés de façon à surveiller tous leurs mouvements, nous étions en même temps à l'abri de leurs regards. On rentrait, toujours dans le même ordre. Il nous arrivait quelquefois de rencontrer sur notre route soit monsieur le maire, soit le docteur, ami intime de la maison, qui, ayant vu naître Sarah, lui portait un véritable attachement. C'étaient alors des saluts pleins de grâce à notre adresse, et qui nous réjouissaient fort. Je le laisse à penser. D'après la singularité de ma position à elle, on peut se faire une idée de mes rapports avec le curé. Cette position était terrible. J'occupais dans une famille, la plus honorable de la localité, un poste de confiance excessivement délicat. J'avais une autorité entière, absolue. De plus, une affection sincère, dont je recevais tous les jours de nouvelles preuves, m'avait été vouée par tous les membres de cette famille. Et je la trompais cependant. Cette douce jeune fille, devenue ma compagne, ma sœur, j'en avais fait ma maîtresse. Eh bien, j'en appelle ici au jugement de la postérité qui nous lira. J'en appelle à ce sentiment placé dans le cœur de tout fils d'Adam. Ai-je été coupable, criminel, parce qu'une erreur grossière m'avait assigné dans le monde une place qui n'aurait pas dû être la mienne? J'aimais d'un amour ardent, sincère, une enfant qui m'aimait avec toute la fougue dont elle était capable. Mais, me dira-t-on, s'il y avait eu méprise, vous deviez la révéler, et non pas en abuser ainsi? J'engage ceux qui pensent de la sorte à vouloir bien réfléchir à la difficulté de la situation. Un aveu, quelque prompt qu'il fût, ne pouvait me sauver d'un éclat dont les suites étaient nécessairement fatales à tout ce qui m'entourait. Si, pour un temps plus ou moins long, je pouvais sauver les apparences, je ne pouvais les cacher à celui qui tient ici-bas la place de Dieu, au confesseur. Et lui devait entendre de pareilles énormités sans pouvoir rompre le silence rigoureux que lui impose son caractère sacré. J'avais justement affaire à l'homme le plus intolérant qui fût au monde. La pensée seule d'affronter ses colères me glaçait d'épouvante.
qu'on juge de sa violence sarcastique à l'aveu que je lui fis de mes faiblesses. Ce ne fut pas de la pitié que je lui inspirai, ce fut de l'horreur, une horreur vindicative. Au lieu de paroles de paix, le mépris, les injures me furent prodiguées. Il n'y avait rien chez cet homme que sécheresse de cœur. Le pardon ne descendant qu'à regret de ses lèvres, faites pour répandre à flots les bienfaits inépuisables de la charité chrétienne, cette charité si grande qui prend sa source dans l'âme de celui qui nous montre l'Évangile, relevant de la poussière la femme pécheresse et repentante. J'étais arrivé là profondément humilié. J'en ressortis le cœur ulcéré, bien résolu de rompre désormais avec un semblable guide dont la morale inqualifiable était au plus bonne à éloigner du bien une nature faible ou ignorante. Ce que j'ai dit là est malheureusement trop vrai, mais je suis à même de l'affirmer, à la gloire du clergé catholique, c'est peut-être une exception unique parmi ses membres. La situation fausse, exceptionnelle, dans laquelle je me trouvais, me faisait d'autant plus sentir cette rigidité féroce que j'avais le plus besoin d'indulgence. En effet, au grand étonnement de madame P., j'abandonnai subitement l'abbé H. Sa surprise devint du mécontentement quand elle vit Sarah en faire autant de son côté. Cependant, à cause de moi, elle en prit son parti plus facilement. Dans le monde, on avait admiré d'abord et critiqué ensuite l'intimité établie entre Sarah et moi comme étant un peu exagérée, pour ne pas dire suspecte. Assurément, on était à 100 lieues de la vérité. Faute de la connaître, on faisait des commentaires de toutes sortes. Et enfin, quelques charitables commères, comme il s'en trouve toujours, crurent devoir en prévenir madame P., au nom de la morale outragée par notre conduite journalière en face de nos élèves. Moi, surtout, j'étais gravement inculpée. On me faisait un crime d'embrasser trop souvent mademoiselle Sarah. Nous remarquâmes, en effet, que nous étions l'objet d'un sérieux examen de la part des enfants, parmi lesquels il s'en trouvait d'assez âgés. Me voyait-elle me pencher sur mon amie et la presser dans mes bras, elle détournait la tête avec embarras, comme si elles eussent craint de nous voir rougir. Les pensionnaires, surtout, qui assistaient à notre lever, à notre coucher, manifestèrent plus d'une fois leur étonnement de certains petits détails dont elles étaient frappées sans doute. Elles en causèrent, évidemment. De là venaient les bruits répandus dans le public. Madame P., qui craignait par-dessus tout pour sa maison, en fut sérieusement affectée. N'osant pas m'en parler, elle appela sa fille. « Sarah, lui dit-elle, j'ai à te prier d'être à l'avenir plus réservée dans tes rapports avec mademoiselle Camille. Vous vous aimez beaucoup, j'en suis pour ma part très heureuse, mais il est des convenances que, même entre jeunes filles, on est tenu d'observer. » Ce commencement d'attaque nous fit trembler pour l'avenir. Que serait-ce donc quand la vérité serait connue? Nous n'en continuâmes pas moins à partager le même lit. Cela n'était pas entré dans les recommandations de madame P., qui l'ignorait. Et d'ailleurs, elle n'en était pas à nous soupçonner. L'excellente femme était trop sincèrement vertueuse et sa confiance en nous était trop aveugle pour arrêter sa pensée à de pareilles idées. Plus clairvoyantes qu'elle, ces deux filles aînées, mariées toutes deux, n'étaient pas, je crois, aussi indulgentes à notre égard. Jamais pourtant un mot de leur part ne vint m'accuser. Leurs rapports avec moi étaient toujours d'une affectueuse politesse. Mais, néanmoins, je crus voir que leur curiosité était en éveil. De temps à autre avaient lieu chez madame P. des réunions de famille, auxquelles j'étais invariablement invitée. « Mes enfants, nous disait madame P., les pensionnaires dîneront ce soir un peu plus tôt. Quant à vous, vous mangerez en haut. »
Si j'avais refusé, Sarah en eût fait autant, on le savait bien. Ces réunions se composaient exclusivement des sœurs de mon amie, de leurs maris. Ces derniers aimaient beaucoup Sarah, tandis qu'au contraire, ils semblaient mal à l'aise avec moi. Comment expliquer cela? Ce malaise était à peine perceptible, il fallait être moi pour le deviner. C'étaient toujours de leur part des politesses sans fin, des allusions perpétuelles au mariage de leur jeune belle-sœur. Celles-ci acceptaient tout avec une gaieté apparente dont moi seul avais le secret. Toujours placée à mes côtés, elle me lançait alors, à la dérobée, un regard indifférent pour tout le monde, excepté pour moi. Je trouvais toujours moyen d'y répondre. En somme, cette contrainte nous pesait horriblement et nous gâtait notre bonheur. Le rôle que m'imposait la nécessité me causait parfois comme des remords. Je les faisais taire pour soutenir ma pauvre Sarah, écrasée sous le poids de la honte. Chère et candide enfant, sa conduite a-t-elle besoin d'excuses? Pouvait-elle refuser à l'amant cette tendresse de sentiment, vouée à l'ami, à la sœur? Et si ce naïf amour devint de la passion, qui donc faut-il accuser, sinon la fatalité? Dans nos délicieux tête-à-tête, elle se plaisait à me donner la qualification masculine que devait, plus tard, m'accorder l'état civil. Mon cher Camille, je vous aime tant. Pourquoi vous ai-je connu, si cet amour doit faire le malheur de toute ma vie? L'année scolaire touchait à sa fin. Avec les vacances devait sonner l'heure de la séparation. 2 mois loin de Sarah, c'était bien long. Aussi était-il convenu que je serais de retour à elle 15 jours avant l'ouverture des classes. Madame P. elle-même m'en fit faire la promesse. Pauvre mère! Elle aussi regrettait mon départ. J'étais sa seconde fille. « Voyons, mademoiselle Camille, me dit-elle un jour, Sarah va être bien seule sans vous. Passez ses vacances avec nous. À ce moment de l'année, le séjour de la campagne a tant de charme. Les vendanges vont venir, ce sera pour vous deux une distraction de plus. » Mon refus ne la blessa pas, car elle comprit bien que je me devais d'abord à ma mère. Elle ne savait pas jusqu'à quel point ces offres étaient séduisantes et quels sacrifices je m'imposais en les rejetant. Le 20 août eut lieu la distribution des prix. Le lendemain, il ne restait plus une pensionnaire. Nous laissâmes donc le dortoir pour prendre possession de la petite chambre réservée à Sarah dans le corps de bâtiment qu'occupait sa mère. Madame P. habitait le rez-de-chaussée. C'était une grande fête pour nous que de pouvoir jouir en toute liberté des derniers instants de bonheur qui allaient précéder notre séparation. Ils passèrent, hélas, bien rapidement. Quoique modeste, notre petite cellule était à nos yeux un palais que nous n'eussions pas échangé contre tous les trésors du monde. La cloche du réveil n'était plus là pour troubler le doux rêve de la nuit. Nous nous levions tard. Sarah dormait le matin, la tête appuyée sur l'un de mes bras. Ses beaux cheveux ondulaient gracieusement sur ses épaules découvertes. Je la regardais ainsi, retenant mon souffle, abîmée dans une contemplation pleine de félicité. Mon Dieu, vous m'aviez donné une somme immense de bonheur. Dois-je me plaindre si, au milieu de la nuit profonde qui m'environne, les éclairs de ce lumineux passé viennent seuls apporter quelque soulagement à ma longue infortune? Le 27 arriva. Ce jour était fixé pour mon départ. Nous nous levâmes de bonne heure. Madame P. était venue nous réveiller. Je trouvai, en descendant, un petit déjeuner apprêté par elle, auquel je ne pus toucher. Sarah l'était venue, essuyant à la hâte une larme furtive, tout en m'encourageant par un pâle sourire. Sa mère avait fait malgré moi
pour mon voyage des provisions suffisantes pour toute une famille. Je la laissai faire. J'éprouvais un affreux serrement de cœur en face de ces murs hospitaliers dont j'allais me séparer pour la première fois. Il fallait abréger cette scène qui me brisait. Je m'approchai de madame P. « Allons, ma chère fille, » me dit l'excellente femme, « pensez à nous et revenez bien vite. » Je ne pus que l'embrasser sans répondre. J'avais à faire une assez longue course à travers champs pour gagner la grande route où je devais prendre la voiture au passage. Sarah m'accompagnait, notre douleur débordait. Je pressais avec force contre ma poitrine l'un de ses bras passés sous le mien. Pour la 20e fois au moins, nous nous fîmes la promesse de nous écrire régulièrement toutes les semaines. La voiture était arrivée. Je partis, laissant loin derrière moi la petite éminence qui me dérobait la vue de mon ami. Il me semblait laisser, pour toujours, la terre natale. Le soir, j'étais à B. Pour la première fois, j'étais presque triste en revoyant cette maison où m'attendaient ma mère et mon noble bienfaiteur, deux cœurs qui m'aimaient tant. Selon mon habitude, j'embrassai M. de Saint-Thème, qui fut frappé du changement opéré dans ma physionomie. Un mieux sensible se lisait dans tout mon être. Je l'avais constaté avant lui, et seul j'en connaissais les causes. Les distractions ne me manquaient pas à B. J'avais à voir une foule de personnes. Tout cela me semblait maintenant insipide. J'étais poursuivi par une idée constante. Un nouvel horizon m'apparaissait dans un avenir qui ne pouvait plus être éloigné.